La chose dont je vais vous parler aujourd'hui, je l'ai découverte il y a déjà quelques temps. C'est peut-être l'une des pires choses que j'ai jamais vues dans ma vie, tout simplement. Aujourd'hui, je vais vous parler du centre d'expérimentation, probablement le pire centre d'expérimentation qu'il ait existé sur des humains. Tout ça s'est passé au Japon dans un centre bien spécifique. Peut-être que parmi vous, il y en a qui connaissent, mais si vous avez jamais entendu parler de ce truc, vous allez voir que ça dépasse vraiment tout ce qu'on peut imaginer. Alors l'histoire du Japon au début du XXe siècle, elle est marquée par une industrialisation extrêmement rapide et une ouverture vers l'Occident, vers l'Ouest. Vous savez, le Japon, c'est un pays qui était extrêmement fermé il y a pas si longtemps, hein. Ils vivaient vraiment en autarcie. Ils se sont ouverts petit à petit. Et même encore aujourd'hui, c'est assez fermé. Donc les forces impériales japonaises, elles étaient motivées par un esprit expansionniste. Et cette volonté de développement sans limite, elle a conduit à la création de l'horrible unité 731. À noter que ce lieu, il a longtemps été gardé secret. Il va associer torture et médecine en Mandchourie. Tout ça a commencé dans les années 1930. Aujourd'hui encore, cette unité 731 qui était basée au Japon, elle est hyper taboue. Le gouvernement la passe sous silence, voilà, on n'en parle pas, c'est vraiment un truc à l'omerta. Attention, on jette pas la pierre au Japon, hein, la France aussi, quand ils ont fait des essais nucléaires dans le désert, je crois, vers l'Algérie, la France a irradié des déserts entiers avec des populations, et aujourd'hui encore, il y a des personnes qui sont malades à cause des essais nucléaires français. Tout ça pour dire que chacun a ses parts de responsabilité dans ces horreurs. Pour comprendre cette unité 731 qui est absolument abominable, c'est important de contextualiser le Japon de l'époque. On peut pas transposer ça à aujourd'hui et dire « Oh mon Dieu, c'est incroyable ». On est donc en 45 et vous avez la Seconde Guerre mondiale qui va s'achever par la défaite des puissances de l'Axe. Le Japon, lui, comme vous le savez, il capitule après le bombardement atomique d'Hiroshima et Nagasaki par les États-Unis du 6 au 9 août 45, mettant brutalement fin à son expansion en Asie. Expansion qui avait débuté au début du XXe siècle, après la révolte des Boxers en 1900. Mais aussi la défaite de la dynastie des Qing. Puyi, qui est le nom du dernier empereur de la dynastie Qing, lui, il a été témoin de cette transformation de la Chine sous le Kuomintang, qui était dirigé par Chiang Kai-shek, ainsi que l'ascension des influences étrangères. Alors, son lien avec l'unité 731, elle est relativement étroite. On parle de la Chine parce qu'il y a eu une guerre japonaise versus chinois qui a été absolument abominable, hein. Aujourd'hui encore, les Japonais et les Chinois, c'est un petit peu compliqué. Et donc, ce gars-là, il a été installé comme empereur de Manchukuo par les Japonais eux-mêmes en 1932, lors de leur invasion de ce territoire. S'en est suivi un bordel pas possible où les Japonais ont fait des dingueries, ils ont migré des populations dans une région pour voilà, la dominer complètement. Donc ils ont envoyé des Coréens et des Japonais là-bas. Tout ça évidemment aux dépens des habitants locaux. Donc vraiment ils ont fait une espèce de grand emplacement, hein, mais version asiatique. Et en plus ils ont placé le fameux Puyi qui allait dominer un peu toute la région. Ce gars-là qui était l'ancien empereur de Chine qui va être à la tête de cette région. Et donc Puyi, lui, il est lié aux Mandchous par l'histoire de leur renversement de la dynastie Ming en 1644. Puyi, c'est devenu le dernier empereur de Chine jusqu'à l'abdiction sous la pression de la révolution de 1911. Il va finalement être capturé par les soviétiques à la fin de la guerre. Ensuite, il va être jugé pour ses actions pendant son règne au Manchukuo. Tout ça durant le procès de Khabarovsk en 1949. Il va être ensuite remis à Mao Tse-tung par Staline un an plus tard. Et tout comme les nazis, les Japonais ont tenté ensuite de détruire toutes les preuves de leurs crimes de guerre après leur défaite. Et c'est que des années plus tard qu'on va découvrir des choses absolument abominables, notamment cette fameuse unité 731 qu'on va voir aujourd'hui. Les expérimentations de l'unité 731 menées par les Japonais ont été gardées secrètes par les Américains jusque dans les années 80. Ces expériences, elles servaient deux objectifs principaux: faire avancer la science, tout simplement, mais aussi développer des armes bactériologiques. Pour la guerre, évidemment. Il faut savoir que cette unité 731, qui est basée donc en Chine, mais sous contrôle japonais, hein, le fameux Manchukuo, cette unité va voir passer plus de 300 000 personnes comme cobayes humains. Les pathologistes japonais, ils pratiquaient des tortures d'une cruauté telle que la mort apparaissait souvent comme un soulagement pour les victimes. Victimes principalement chinoises, bah oui, ils servaient de la population locale, des gens un petit peu autour. Et donc après des semaines de souffrance, y compris pour des femmes enceintes et des enfants, les corps étaient ouverts selon une technique de découpe en Y, mutilés puis incinérés. À noter que bien souvent, on faisait ce qu'on appelle des vivisections. Vous avez des dissections, on dissèque quelque chose qui est mort. Vivisection, on ouvrait les gens vivants pour voir ce qui se passait à l'intérieur. Évidemment, tout ça au nom de la science et d'une supériorité raciale japonaise prétendue. On n'était pas loin des idéologies
de l'Allemagne de l'époque, c'était copain. Ishishiro, qui est né le 25 juin 1892, était à la tête de ces expérimentations absolument abominables. Diplômé en 1920 et lieutenant chirurgien, il va obtenir un doctorat en microbiologie à l'université de Kyoto. Convaincu par l'ultranationalisme, il prônait une Asie de l'Est sous domination japonaise, qu'il considérait comme évidemment supérieure. Après un rapport condamnant les armes bactériologiques à la conférence de Genève en 1925, Ishii il a vu dans ces armes un moyen d'étendre les ambitions du Japon. Notamment grâce à des appuis influents, il va accéder à des postes prestigieux, pistonné bras long, comme on dit, et il va devenir un fervent défenseur de l'ultranationalisme. La main va commencer à faire comme ça. Il va être confronté à un problème, il va pas trouver, du moins il va avoir beaucoup de mal à trouver un endroit où faire ses expérimentations. Faut savoir que les activités humaines de ce genre à Tokyo risquaient de provoquer évidemment un scandale, malgré l'intérêt de l'empereur Hirohito pour la science. Le Manchukuo, donc cette région annexée par les Japonais en Chine, avec sa localisation stratégique et son seigneur de guerre affilié au Kuomintang, eh bien ça s'est révélé être l'endroit idéal pour ouvrir une unité de tests bactériologiques sur des humains. Déjà, c'était pas au Japon, et en plus vous aviez de la population locale qui était pas japonaise, vous pouviez utiliser comme cobaye, donc c'était tout bénef pour l'horreur. On est en 1932 et sous l'égide du ministre de l'armée Araki Sadao, Ishii va obtenir l'autorisation de créer cette fameuse unité 731 et d'installer un laboratoire de recherche épidémiologique à Harbin. Tout ça avec 300 hommes sous ses ordres. Ishii, il a mené des expériences absolument inhumaines sous couvert d'amélioration du métabolisme, mais aussi pour, soi-disant, renforcer la résistance des soldats japonais. Il voulait faire des machines de guerre. À noter qu'il y a eu des révoltes dans cette unité 731, les gens ne se laissaient pas faire. Évidemment, tu vois ton collègue se faire ouvrir vivant en deux, tu réagis. Donc après une de ces révoltes des prisonniers, le laboratoire il a été déplacé à Pingfang, et là les expériences incluaient des tests de résistance au froid extrême. Vous avez par exemple des hommes et des femmes non japonais qui étaient exposés nus et mouillés pour accélérer la congélation de leurs cellules. On surgelait des gens vivants, non mais faut imaginer le truc. Leurs doigts étaient cassés pour vérifier s'ils avaient gelé. L'unité 731, elle ne s'est pas limitée au laboratoire. Vous avez des villages entiers qui ont été décimés pour tester la résistance des populations locales aux armes bactériologiques, notamment en contaminant la nourriture. C'est un petit peu comme l'histoire de Pont-Saint-Esprit, où on suppose que c'est la CIA qui avait mis dans ce village, notamment dans la boulangerie, de l'ergot de seigle, du LSD, pour voir ce que ça faisait sur les gens. Fameuse histoire que je vous conterai un jour, plus tard. À la fin de la guerre et de la reddition du Japon, les soviétiques, ils ont rompu le pacte de non-agression en Mandchourie. Et c'est même eux qui vont démanteler cette fameuse unité 731 après leur attaque. Vous avez le colonel Ishishiro qui a ordonné l'exécution des prisonniers restants, imposé le silence à ses employés, puis il est retourné à Tokyo libre de toute accusation. Ishii, il ne sera jamais jugé pour ses crimes atroces, et au contraire, il a même négocié avec les Américains pour protéger sa vie et celle de ses collaborateurs. Tout ça en échange des résultats de ses expériences. Comme on l'a vu, cette unité 731, elle était surtout axée sur le développement d'armes bactériologiques pour la guerre. Donc les médecins et les chercheurs impliqués, ils ont mené des expériences sur les prisonniers pour étudier les effets de diverses maladies. Le but étant de voir quelle maladie serait le plus efficace pour aller faire la guerre. C'est-à-dire balancer certains microbes ou bactéries, on va le voir. Donc la plupart des médecins, ils ont choisi volontairement de participer à cette unité. Ils étaient recrutés pour leurs compétences et la majorité des victimes étaient des Chinois. Mais il y avait également des Russes, des Coréens, des Américains, des Britanniques, des Mongols et aussi des Français. Il y a eu des Français dans cette unité. Vous avez environ 3000 personnes qui ont été tuées dans le laboratoire de Pingfang et environ 500 000 autres qui ont subi des expériences de santé publique. Les installations ont été détruites et aucune victime n'a survécu. Donc la plupart des témoignages et l'histoire de cette unité, elle repose sur principalement ce que les gens ont vécu, sur des récits. L'étude des atrocités comme celle de l'unité 731, elle est cruciale pour comprendre comment de tels événements peuvent se produire. Dans ce camp absolument abominable, les prisonniers, on appelait ça des maruta. Maruta, ça veut dire une bûche. Parce qu'en fait, cette installation, elle était camouflée sous une usine de bois. Donc quand on parlait de prisonniers, on parlait de bûches. Une bûche, un prisonnier. Il y a un spécialiste des génocides qui s'appelle Henri Thériault. Il est convaincu que dans ce centre, les tortionnaires, ils étaient pas là juste pour faire avancer la science, mais il y avait vraiment des psychopathes qui avaient intégré le système pour assouvir en fait leurs fantasmes. L'objectif principal, c'était de développer, comme on l'a vu, des armes bactériologiques efficaces. Et vous avez énormément d'expériences qui ont été dépourvues d'objectifs scientifiques clairs, qui avaient rien à voir avec le développement d'armes biologiques. Elles étaient bien souvent motivées par la curiosité morbide et le sadisme le plus absolu. Les chercheurs étaient des intellectuels pourtant brillants et fascinés par l'étude de la biologie humaine. Ils utilisaient les expériences humaines comme moyen de comprendre la physiologie humaine à travers des sujets de test. Faut aussi comprendre que quand on ouvre quelqu'un vivant en deux pour voir ce qui se passe à l'intérieur, faut avoir un problème sérieux.
Cette fameuse vivisection où on ouvrait des gens vivants et conscients, aussi atroce soit-elle, elle ne visait pas seulement à développer des armes, elle se répartissait en fait en 4 catégories. La première catégorie, c'était infecter intentionnellement avec des maladies, donc directement à l'intérieur des gens, on leur mettait des choses. Former des chirurgiens de l'armée, ça permettait comme ça d'étudier des corps vivants. En numéro 3, tester des traitements non standardisés, essais cliniques sur des personnes vivantes qu'on ouvre. Et en 4, explorer les limites de la tolérance humaine à la douleur et au stress. Il faut savoir qu'on a des mécanismes de survie, c'est-à-dire que quand on a une souffrance qui est trop extrême, le cerveau il va en quelque sorte disjoncter et vous allez tomber dans un semi-coma. Tout ça pour éviter que vous mouriez de douleur d'un arrêt cardiaque à cause de la douleur. Sous la bannière du développement de la science et d'armes bactériologiques, les prisonniers étaient injectés avec divers agents biologiques, comme par exemple la peste, le typhus, le choléra, l'anthrax, mais aussi la syphilis. Les médecins examinaient les premiers stades de la maladie sur les organes humains. Vous avez un ancien membre de cette unité qui va décrire ce processus. Dès que les premiers symptômes étaient détectés, les prisonniers étaient sortis de leurs cellules et emmenés dans la salle de dissection. Là, ils étaient dépouillés, allongés sur une table, criant et essayant de résister. Attachés, l'un des médecins leur mettait une serviette dans la bouche et, avec un scalpel, faisait la première incision. Il y a des témoins qui vont rapporter que les gens criaient énormément à la première découpe et après ils n'entendaient plus rien. Donc on en revient à ce que je vous disais avant, le cerveau il disjoncte et vous tombez dans le coma tellement la douleur est forte. Il y a un médecin de Pingfang qui a témoigné après avoir travaillé sur une femme enceinte qui s'était réveillée pendant une vivisection. Ils avaient commencé à ouvrir en deux une femme enceinte, la femme s'est endormie, mais elle s'est réveillée juste après et elle lui a dit apparemment tuez-moi mais laissez vivre mon enfant. Non mais vous imaginez le truc, mais c'est un truc de dingue. En fait il y a même pas de mots pour décrire l'horreur que c'est. À noter que aucune de ces mères n'a vu son vœu exaucé parce que les chercheurs préféraient leur expérience. Ils ont également étudié comment des maladies pouvaient se disperser pour qu'elles soient le plus efficaces possible, pour que tout le monde en ait, faire des bombes de bactéries. Et alors pour ce faire, ils ont développé des systèmes complètement fous pour tester. Ils prenaient des victimes qu'ils mettaient dehors, ils les crucifiaient. Avec des plaques en métal, ils protégeaient leurs organes vitaux et leur tête. Ensuite, vous aviez des avions qui larguaient ou pulvérisaient des bombes. Et ces bombes, elles contenaient des agents pathologiques, des virus, des bactéries, etc. Donc ils faisaient exploser ça à côté d'eux, ça envoyait des virus un peu partout, ils voulaient voir s'ils pouvaient contaminer des gens comme ça. Je vous laisse imaginer le stress que ça pouvait générer, je pense qu'il y en a qui sont morts sur place. Tout ce que je viens d'évoquer avant, c'est pas grand chose comparé à ce qu'ils faisaient en profondeur. Vous avez des tests qui auraient pu avoir une utilité médicale réelle qui étaient aussi menés, comme par exemple des recherches sur le traitement des engelures. Sauf que même dans ces cas, les médecins japonais choisissaient souvent d'effectuer les expériences de la manière la plus brutale possible, ce qui rendait finalement les résultats complètement inexploitables. Vous avez des essais d'armes conventionnels qui étaient également conduits avec des victimes attachées pour tester la portée opérationnelle, notamment des lance-flammes, grenades, obus et bombes. Donc vraiment, c'était n'importe quoi. On attachait des gens, on les brûlait avec des lance-flammes. Il y avait aucune limite. C'était le labo ultime, le labo de l'horreur. On peut pas comparer évidemment l'horreur, mais même pas sûr que les nazis aient développé un laboratoire comme ça. Vous avez d'autres personnes qui étaient enfermées dans des chambres à haute pression jusqu'à ce que leurs yeux sortent de leur orbite, ou placées dans des centrifugeuses et tournées jusqu'à la mort. Ils faisaient littéralement imploser des gens en les mettant sous pression. D'autres expériences incluaient également la suspension de prisonniers à l'envers pour déterminer combien de temps il fallait pour qu'ils suffoquent, ou à l'injection de l'air dans leurs artères pour étudier les embolies. D'ailleurs, petit aparté, on pense que quand on voit des bulles qui rentrent dans une perfusion, on va mourir direct, mais en fait non. Il faut quand même une certaine quantité d'air pour que ça arrive, et même si vous avez un peu d'air qui passe dans les veines, il est évacué, c'est pas un problème, faut pas avoir peur de ça. Après, si vous commencez à injecter avec un surpresseur, non. Mais à l'hôpital, s'il y a 2-3 bulles, ça va. Pas trop quand même, hein. Une autre épreuve également qui consistait à prélever des échantillons de sang d'au moins 500 cm3, ce qui représente un petit peu plus qu'une pinte, tous les 2 ou 3 jours. Au fil du temps, évidemment, les victimes, elles s'affaiblissaient parce que leur stock de sang, il se renouvelait pas. Donc petit à petit, leur niveau de sang, il baissait et finissait un petit peu momifié, tout sec, quoi. C'est abominable, hein. Et lorsque les sujets humains arrivaient au bout de leur capacité physique, qu'on pouvait plus se servir d'eux, là, ils étaient abusés de diverses manières, c'était vraiment n'importe quoi. Vous avez tous les psychopathes du centre qui arrivaient pour faire les derniers trucs. Notamment, ils étaient empoisonnés par injection, tués pour les organes vitaux comme le cerveau qu'on récupérait, mais aussi les poumons ou le foie. On leur coupait la jambe, par exemple, et on la collait ici, enfin, mais n'importe quoi, tu vois. Ils ont fait des tests aussi sur les estomacs en enlevant directement l'estomac et en rattachant l'œsophage et l'intestin et en shuntant l'estomac. Des chocs électriques étaient également administrés jusqu'à ce que la personne soit brûlée lentement à mort. Même un esprit tordu aurait du mal à imaginer tout ça et eux l'ont fait. Donc vous l'aurez compris, énormément d'expériences n'avaient aucun but médical, si ce n'est d'infliger une douleur indescriptible, comme par exemple injecter de l'urine de cheval dans les reins d'un prisonnier. Quel est l'intérêt? Les médecins de l'unité 731, à l'instar des médecins nazis de Dachau ou de Buchenwald, se livraient à toutes les perversions qu'ils pouvaient imaginer. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'échelle d'horreur, hein, voilà, c'est comparable.
Shinozuka Yoshio, qui est un ancien membre de l'unité 731 vivant à Shiba, c'est l'un des rares repentis à révéler les véritables objectifs d'Ishi et de son unité. À l'âge de 16 ans, après avoir étudié à l'école médicale de Toyama à Shinjuku, il a été envoyé pour servir sous l'autorité d'Ishi en Mandchourie, dans cette fameuse unité 731. Donc c'est un témoignage hyper important puisque c'est un tortionnaire qui parle de ça. Il n'y en a pas beaucoup. Il décrit les conditions de recrutement précises de l'unité connue sous le nom d'Ishikamo, unité 731. Ce monsieur, il est reconnu comme un éminent bactériologiste et il recrutait principalement des jeunes collaborateurs âgés entre 16 et 18 ans. Donc c'était des très jeunes hommes. Voilà, c'était principalement des hommes qu'on recrutait. Moi, à 16 ans, j'étais un branlos. Shinozuka Yoshio, il admet avoir pratiqué des vivisections sur des prisonniers, y compris des militaires chinois. Il explique qu'il n'a jamais remis en question les ordres de ses supérieurs, considérant cela comme équivalent à recevoir un ordre direct de l'empereur lui-même. A noter que depuis 1957, cet ancien tortionnaire, il milite pour la paix, donc c'est un repenti. Est-ce qu'il mérite un jugement quand même ? Oui, je ne suis pas juge. Outre la déshumanisation absolument horrible de cette unité 731, vous avez d'autres motivations qui semblent être personnelles, qui ont joué un rôle dans la création de cette unité. Notamment le désir de statut a probablement été un facteur clé, comme le décrit Mashlow en 1943, avec une ambition de progresser dans leur carrière. Les chercheurs japonais, attirés par un prestige et le respect associé aux professions médicales dans la société japonaise, ont probablement vu leur implication dans l'unité comme une voie pour atteindre ces objectifs. Dans l'histoire de l'humanité, on ne connaît pas de centre équivalent à celui-ci. En termes de tests et d'horreur, hein, voilà, c'était vraiment nos limites. C'était à la fois nos limites, mais c'était aussi plein d'imagination morbide parce qu'il y a eu des trucs de fou. Ces motivations personnelles telles que le désir de statut et de curiosité morbide, ça ne justifie pas à elles seules les atrocités qui ont été commises dans cette unité. Cependant, combinées avec la pression du groupe et une culture d'impunité, eh bien elles peuvent partiellement expliquer pourquoi des individus extrêmement intelligents et éduqués ont pu mener finalement des expériences complètement inhumaines. Comme quoi, l'intelligence supérieure ne fait pas de vous quelqu'un de bien. Récemment, donc il y a quelques temps, à Tokyo, on a découvert des documents qui parlent de cette unité, donc c'est extrêmement rare parce qu'on n'avait vraiment pas d'infos là-dessus. C'est la première fois même qu'un tel document va émerger et fournir des informations sur le personnel et la structure de cette unité. Ce document, il a été découvert par Seiya Matsuno, qui est un chercheur en histoire moderne et contemporaine japonaise à l'Institut international de recherche sur la paix de l'université de Meiji. Le document découvert était un rapport datant d'août 1940 sur la réorganisation de l'armée de Kwantung, indiquant que l'unité 731 avait élargi ses opérations sous le nom de Département de la prévention des épidémies et de la purification de l'eau. On y croit tous. Il va mentionner également 97 officiers supérieurs, y compris le chirurgien et colonel Shiro Ishii, qui était le premier directeur de l'unité. Donc là, il y a des noms qui vont être trouvés carrément. Alors, la plupart sont décédés parce que ça date quand même d'il y a un moment, mais on va pouvoir peut-être remonter le fil. Matsuno a souligné que de nombreux experts médicaux envoyés par des universités figuraient parmi les dirigeants de l'unité, répertoriés comme techniciens de haut niveau, ce qui va fournir une vision inédite de cette unité, parce qu'on avait très peu d'informations, et on sait que finalement, cette unité, elle était chapeauté par les universités du pays, ce qui est complètement fou. Faut imaginer Harvard ou Stanford, ils ont une unité un petit peu planquée où ils expérimentent des choses sur des humains. Vous avez une liste similaire datant de 45 qui avait été découverte précédemment aux archives nationales et rendue publique en 2016 grâce à une demande de divulgation par Katsuno Nishiyama, un professeur émérite de médecine sociale à l'université de sciences médicales de Shiga. Cette ancienne découverte, elle va permettre de mieux comprendre les trajectoires des anciens membres après la guerre. Oui, parce qu'il a fallu se renouveler après sans faire trop de vagues quand ils sont sortis de cette unité. Ces chercheurs qui ont fait des horreurs, qu'est-ce qu'ils vont faire après? Ils ont disparu un petit peu dans la nature. Nishiyama, il a également noté que de nombreux experts médicaux ayant étudié au sein de cette unité ont tout simplement poursuivi leur carrière dans le domaine médical et pharmaceutique après la guerre, soulevant des questions sur leur implication passée et les conséquences morales de leurs actes. Ishishiro, lui, il est mort en 59 d'un cancer de la gorge après avoir donné des conférences mondiales vantant ses recherches en bactériologie, tandis que le secret de l'unité 731 sont restés préservés, sans faire l'objet d'enquêtes approfondies sur ses activités. Et ce n'est qu'au début des années 90, lors d'une exposition sur l'unité, que d'anciens participants aux horreurs ont commencé à témoigner, marquant une prise de conscience tardive mais significative. La société japonaise, elle semble encore aujourd'hui fermer les yeux sur ces crimes. À l'abri des poursuites en tant que criminels de guerre, de nombreux médecins de l'unité 731
731 ont réussi dans leur carrière, accédant à des postes prestigieux tels que gouverneur de Tokyo, mais aussi président de l'association médicale japonaise et chef du comité olympique japonais. Seule l'Union soviétique a poursuivi en justice des membres de l'unité. En décembre 49, Khabarovsk en Russie, 12 anciens médecins, officiers et membres du personnel ont été jugés pour la fabrication d'armes biologiques et chimiques, bien que les États-Unis aient minimisé ces procès soviétiques pour protéger un accord secret. Il aura fallu presque 50 ans pour que les crimes de cette unité soient tout simplement exposés et assumés par les États-Unis. Contrairement aux procès de Nuremberg et de Tokyo qui ont vu des hauts fonctionnaires allemands et japonais condamnés à mort ou à la prison à vie, les procès de Khabarovsk, donc contre cette unité, n'ont mené à aucune peine supérieure à 25 ans de prison. Certaines étaient aussi courtes que 2 ans, et tous les accusés ont été libérés discrètement et sont retournés au Japon en 56. En 98, plus de 100 plaignants chinois ont intenté une action au Japon pour que le gouvernement reconnaisse les crimes, mais également pour recevoir des indemnités de la part du gouvernement japonais. Et donc quelques mois avant le début du procès, le ministère japonais de l'éducation, il a approuvé un manuel minimisant la responsabilité de l'armée impériale japonaise dans cette fameuse unité. Évidemment, ça commence un petit peu à balayer comme ça devant sa porte. On est le 28 août 2002 et le tribunal de district de Tokyo, il a reconnu que cette unité avait mené une guerre biologique en Chine, causant des préjudices aux résidents. Cependant, il a rejeté la demande d'indemnisation des plaignants chinois. On avait deviné, marquant tout de même la première admission par un tribunal japonais que l'armée impériale avait utilisé des armes biologiques pendant la guerre de 1932 à 1945. À noter que aujourd'hui, on découvre encore des nouvelles choses qui se sont produites dans cette unité, c'est-à-dire que le secret, il est encore bien gardé, on sait pas tout, et c'est probablement les pires choses qui ont été commises qu'on ne sait pas encore. Il faut savoir que l'étude de telles atrocités, c'est crucial pour prévenir leur répétition. Elle illustre comment notre instinct de coopération peut se transformer en comportement monstrueux lorsque notre jugement est altéré. L'unité 731, elle met en lumière le pouvoir de la dissonance cognitive, où des croyances déshumanisantes ont été utilisées pour justifier d'atroces crimes de guerre. J'espère que vous aurez appris quelque chose, c'est important de connaître ces pans de l'histoire quand même, parce que c'est complètement incroyable, on est d'accord. En attendant, mes chers amis, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous invite encore une fois à aller voir ce vidéogramme composé par mon équipe, moi-même et toute la clique, comme on dit. Merci à tous, encore une fois, à très bientôt, les amis, au revoir.